Donc la présentation suivante porte sur le retour de l'audit CAQES régional 2023, avec donc l'item qui portait sur l'étude de la pertinence des antibiotiques dans les infections urinaires dans les établissements de soins. Et donc on accueille Madame Fanny Dacremont, qui est responsable de l'Omédit, pour un retour sur cet audit. Donc, bonjour à tous. Un grand merci de m'avoir convié à cette journée sur les antibioréférents pour vous présenter les retours de l'audit qui a été mené dans le cadre du CAQES. Déjà un point de contexte, au niveau national et régional, on est à la deuxième génération de CAQES. Les CAQES, c'est les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. C'est des contrats qui sont signés entre les établissements de santé sanitaires, l'ARS et l'assurance maladie. Et les établissements de santé s'engagent sur un certain nombre d'objectifs pour améliorer la pertinence des soins. Il y a eu une première génération de CAQES et la deuxième génération a commencé au 1er juillet 2022 et s'étend jusqu'au 31 décembre 2026. Dans ce contrat, il y a 14 indicateurs régionaux et nationaux, 7 de chaque. Et après, les établissements peuvent avoir un intéressement financier en fonction de l'atteinte de leurs résultats. Au niveau de la région Pays de la Loire, il y a eu un choix de la part de l'ARS de maintenir un indicateur sur les antibiotiques qu'on avait dans les précédents contrats, le CAQES avant et aussi le contrat de bon usage encore avant le CAQES. Et après, il y a eu un choix qui a été fait au niveau du comité régional en antibiothérapie, avec l'ARS, le CRATB, le CEPIAS, tous les membres qui participent à ce comité. Et on s'est orienté sur le bon usage des antibiotiques dans les infections urinaires. Alors pourquoi ce choix déjà infection urinaire, parce qu'en fait, il fallait que ce soit un indicateur qui concerne le maximum d'établissements de santé sanitaire. C'est vrai que si on accède sur les chirurgicaux, on éliminait un certain nombre d'établissements. Et puis, parce qu'il y a des recommandations qui existent, qui avaient été mises à jour par la SPILF. On voulait voir l'appropriation de ces nouvelles recommandations par les établissements. Comment se passe l'indicateur? Sur les années paires, on demande aux établissements de faire une évaluation des pratiques professionnelles sur les infections urinaires. Et les années impaires, on leur demande de mettre en place un plan d'action suite aux résultats de l'EPP de l'année précédente. Et en 2023, du coup, on étudiait les données de l'année 2022, l'EPP qui avait été faite. Et cette EPP, elle se basait sur les recommandations nationales SPILF et HAS. Au niveau de la méthodologie qui a été proposée aux établissements de santé, on leur demandait d'inclure en 30 à 50 patients hospitalisés avec un diagnostic d'infection urinaire, qui était ciblé selon les codes SIM10, N10, N12, N13, N30 et N41. Il fallait que les patients aient été hospitalisés sur le second semestre 2022. Je vous ai dit 30 à 50 dossiers tirés au sort. Si les établissements avaient moins de 30 patients avec un diagnostic d'infection urinaire sur l'année, dans ce cas, on leur demandait l'exhaustivité des dossiers. Et on analysait la prescription d'antibiotiques. Au niveau régional, il a été proposé une grille d'audit Excel qui reprenait en fait les éléments cliniques du patient, l'âge, la fonction rénale, s'il y a des symptômes cliniques d'infection urinaire, des facteurs de risque, le diagnostic qui avait été posé, l'antibiotique prescrit, probabiliste adapté, la posologie, la durée de traitement, et après on demandait à l'établissement d'évaluer la conformité de ces différents éléments. Il y avait une grille d'audit fournie par l'Omédit, mais sinon l'établissement pouvait aussi choisir d'utiliser une grille interne qu'il avait déjà dans son établissement, qu'il utilisait en routine. Et nous, ce qu'on demandait, c'est qu'ils nous envoient le résultat de leur grille d'audit dans le cadre du CAQES pour justifier la réponse à l'indicateur. Au niveau des résultats, en région Pays de la Loire, il y a 109 établissements qui sont concernés par un CAQES. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas concernés par cet indicateur. Ce qu'on a ciblé, par exemple, les patients adultes. Les établissements qui n'accueillent que des enfants sont exclus de l'indicateur. Des établissements qui ont des activités vraiment très spécifiques, c'est pareil, on les exclut de l'indicateur.
Donc au total, il y a 102 établissements qui sont concernés par l'indicateur infection urinaire et il y en a 81 qui ont réalisé l'EPP, donc soit 79% des établissements. Et donc au niveau de notre analyse régionale, donc nous on a exclu 16 grilles, alors 9 parce qu'on a reçu des grilles qui étaient incomplètes, du coup ça perturbait un peu les résultats de ne pas avoir tous les résultats. Il y a des établissements qui nous ont fourni des grilles vierges, donc on n'a pas pu les inclure. Il y avait un établissement qui avait choisi de prendre une grille interne, donc on l'a exclu parce que ce n'était pas tout à fait les mêmes critères. Et puis il y avait un établissement qui n'avait aucun dossier éligible, donc pareil, qui a été exclu de l'analyse. Donc au total, on a 65 établissements donc pour l'analyse régionale, et ce qui représente 1769 dossiers. Donc sachant qu'en fonction des établissements, il y en a qui n'ont analysé que 2 dossiers parce qu'ils n'avaient que 2 patients avec des infections urinaires sur l'année. Et d'autres sont allés jusqu'à 88 dossiers. Donc au niveau, je vous ai mis la répartition du type d'établissement en fait, dans les réponses qu'on a prises. Donc 55% donc, sont des établissements MCO, donc 41 avec activité principale MCO, 14% les hôpitaux de proximité, donc ont plus une activité SSR. 25% SSR pur, 14% les établissements de santé mentale, les HAD 5% et puis dialyse, donc 1%. Donc, au niveau des infections urinaires qui ont été donc, évaluées, sur les 1769 dossiers, donc, il y avait donc, 5% de colonisation urinaire, donc pas considéré comme infection urinaire. On avait 31% de cystite, 33% d'infection urinaire masculine et 28% de pyélonéphrite aiguë. Donc c'était à peu près réparti entre les 3 grosses catégories qui étaient évaluées dans l'étude. Au niveau des antibiotiques prescrits, donc on avait demandé aux établissements de renseigner l'antibiothérapie probabiliste et, alors excusez-moi, c'est une erreur sur le diapo, et l'antibiothérapie adaptée. Donc à gauche probabiliste, à droite adaptée. Pour le probabiliste, donc, ce qui ressort très majoritairement, c'est la ceftriaxone, qui est la molécule la plus prescrite en antibiothérapie probabiliste. Alors, la deuxième ligne, c'est les autres. Donc là, on n'avait pas le détail, donc je ne peux pas vous dire ce qui a été mis dans cette catégorie-là. Donc en troisième position, on retrouvait la phosphomycine. Et alors, ça a sauté sur le... Alors, je suis désolée, ça a sauté sur le graphique. Donc après, il y a ciprofloxacine, amikacine. Et donc voilà, dans ce qu'on retrouvait au niveau des antibiothérapies probabilistes. Et donc pour les adapter, donc en première position, l'amoxicilline. Alors le deuxième, je ne l'ai plus en tête. Troisième, ceftriaxone. Cinquième, ciprofloxacine. Vous avez une ligne sur 2, mais je vous donnerai la nouvelle version du diaporama pour que ce soit adapté. Au niveau de la conformité de la prescription, donc là je vous ai mis donc, en fonction des différents critères qu'on a regardés et puis par type d'établissement. Alors il n'y a pas de grosse variation entre les différents établissements. Donc au niveau de l'indication qui avait été retenue dans le dossier, donc on était à 94% d'indications conformes. Donc si on se réfère en fait à la méthodologie de la SPILF en fait, dans leurs recommandations, donc si on suit les critères pour obtenir l'indication, donc 94% des indications d'infection urinaire qui avaient été mises dans le dossier étaient conformes à ce qui était défini par la SPILF. Au niveau du choix de la molécule, on était à 84% de molécules conformes. Au niveau de la posologie, 90%, de la durée de traitement, 74%. Et donc, au global, on est à 70% de prescription globale conforme au niveau régional. Sachant qu'il y a de très fortes disparités entre les établissements, parce qu'on a des établissements qui sont à 15% de prescription globale conforme et d'autres à 100%. Mais bon, là, c'est plus des exceptions. La majorité, c'est autour de, voilà, entre 50 et 80%, on va dire. Je vous ai mis le détail donc, par type d'établissement, mais il n'y a pas de grosse différence entre les établissements. Donc après, là, si on regarde donc ces différents critères donc, par type d'infection. Donc là, on a les plus grosses non-conformités, donc c'est pour les colonisations urinaires, parce que souvent, en fait, on retrouve des traitements dans les colonisations urinaires simples. Donc, tout de suite, ça passe en non-conforme. Donc, il y a beaucoup de prescriptions d'antibiotiques qui ne sont pas justifiées dans ces cas-là.
Donc après, donc au niveau des cystites, c'était la durée de traitement qui pouvait être inadaptée. Donc souvent, on est sur des durées de traitement qui peuvent être plus longues que ce qui est recommandé. Au niveau des infections urinaires masculines, donc c'est pour les POCI symptomatiques, c'est pareil, c'est la durée de traitement qui est la plus... Enfin, la moins bonne, en fait, au niveau des critères. Et après, sinon, pour les pyélonéphrite, à chaque fois, voilà, c'est vraiment la durée de traitement qui fait baisser la conformité de la prescription globale. Donc là, moi, je vous ai remis les résultats chiffrés, mais je ne vais pas tous vous les dire. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on retrouve, c'est les durées de traitement qui sont inappropriées. Et puis après, c'est le choix des molécules. Donc nous, malheureusement, dans les résultats qu'on avait au niveau régional, on n'avait pas le détail par patient. Donc on ne pouvait pas regarder si c'était adapté à l'antibiogramme. Ça avait été validé par les établissements. Donc moi, à mon niveau, je ne pouvais pas vérifier ce qu'avaient renseigné les établissements. Donc c'est vrai que j'ai des résultats assez macro. Mais voilà, en gros, dans les commentaires que moi j'ai vus des établissements qui ont commenté, c'était des molécules qui étaient prescrites, alors qu'il n'y avait pas de raison de prescrire un antibiotique. C'était des molécules qui étaient prescrites dans des cas où, en fait, le germe était résistant à ces molécules-là. Donc il y a quand même des choix de molécules qui ne sont pas bons. Et puis après, c'est les durées de traitement, souvent beaucoup trop longues. Donc, ce qu'il y a à retenir donc, au niveau régional, donc, on est sur un taux de prescription globale conforme donc, de 70%, avec des très grosses disparités entre les établissements et puis des disparités aussi entre les pathologies. Donc, les principales améliorations, c'est sur le choix de la molécule et sur la durée de prescription. Donc après, nous, on va essayer d'affiner les résultats qu'on a, mais en fait, on est assez limité dans les résultats à notre disposition parce qu'on n'a pas... voilà, tous les résultats. C'est pour ça qu'on a laissé en fait le choix, la possibilité aux établissements de mettre la conformité, parce que nous, on n'a pas accès à toutes les données dans les dossiers patients. Et donc, oui, amélioration donc, sur le choix de la molécule et sur la durée de prescription. Et donc, au niveau des biais de cette étude, des résultats qu'on a, c'est l'utilisation de la grille, parce que c'est vrai que même si nous, on a mis les recommandations, ce qu'on considérait comme conforme, non conforme, les établissements avaient le choix de mettre si ça l'était ou pas. Donc après, il y en a qui, à partir du moment qu'on demandait, à partir du moment où un des critères était non conforme, pour nous, la prescription globale était non conforme. Mais ça n'a pas été fait par toutes les personnes. On a des biais sur le nombre de patients inclus, parce que c'est vrai que sur des établissements, il n'y a que 2 patients inclus. Bon, ils sont tout de suite à 100%. Et puis, bon, c'est plus anecdotique. Donc, c'est vrai que rappeler les bonnes pratiques dans ces établissements-là, ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, on a des établissements avec des gros volumes qui ont des taux assez bas. Donc là, c'est là où vraiment il va falloir mettre en place des plans d'action. Et puis, donc oui, la conformité, donc ce que je vous disais à l'instant, oui, l'évaluation de la conformité qui a été faite par l'établissement, donc pas forcément identique d'un établissement à l'autre. Bon, c'est très bien, il y en a toujours qui sont plus punitifs que d'autres dans leur façon de coter en fait les résultats. D'où il y en a qui sont moins bons que d'autres aussi. Donc au niveau du plan d'action qu'on a décidé donc, de mener, donc, déjà chaque établissement donc, est amené à mettre en place un plan d'action en interne suite aux résultats de l'étude dans son établissement. Nous après au niveau régional, donc, on va rappeler les recommandations nationales, on va aussi rediffuser le mémo sur les durées d'antibiothérapie parce que vu qu'on voit que c'est vraiment le point le moins bon sur les résultats du CAQES. Donc il y a le mémo sur les durées des antibiothérapies fait par le CRATB qui est très bien, donc on va rediffuser donc au niveau régional. Et puis après, donc, il y a une nouvelle EPP qui est prévue donc, sur le premier semestre 2025 qui portera sur les données de l'année 2024. Donc pour évaluer s'il y a une amélioration des résultats. Et puis donc là, nous, on va retravailler sur la grille pour qu'elle soit aussi plus précise et que derrière, on puisse faire une exploitation plus importante des résultats. Voilà, je vous remercie à tous. Moi, j'ai une question. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a une idée pour les établissements qui participent déjà depuis un moment de l'évolution dans le temps des différents indicateurs recueillis ?
Alors là, sur les infections urinaires, donc selon cette grille-là, c'était, alors, il y avait eu une PP sur les infections urinaires qui avait été faite en 2014, elle a été refaite en 2017 de mémoire, et depuis, on était parti sur les antibiothérapies de plus de 7 jours. Donc là, on recommence un nouveau cycle, donc on n'a pas repris depuis 2017. Je pense notamment à quelque chose qui va être nouveau aussi dans les antibiogrammes ciblés. Est-ce que c'est des choses que vous avez dans les commentaires comme ayant été utilisées ou pas, ou voilà. De toute façon, la VHS est tout récent, donc effectivement, c'est... Non, on ne l'avait pas mis dans la grille. Et puis après, c'est vrai qu'on le demande dans le cadre du CAQES. Donc dans le cadre du CAQES, on demande une preuve que ça a été fait. Donc c'est vrai que si un établissement m'envoie un diaporama avec ses résultats d'études sans tout le détail de la grille, bah, pour moi, ça valide le CAQES. Après, pour le PP, pour en faire une analyse régionale, bah, il me manque des informations. Mais voilà, il y a peut-être je pense qu'on pourra prendre ces points en compte sur la nouvelle version de la grille pour 2025. Comment expliques-tu la deuxième place de la ceftriaxone dans l'antibiothérapie adaptée? Alors de mémoire, sur le graphique, la deuxième place sautait. Donc oui. Ça doit être la troisième. Donc oui, c'est la troisième place, oui. J'ai pas le détail. Alors après aussi, je pense qu'il y a aussi un problème de compréhension de la grille. Donc je pense qu'il faudra qu'on retravaille là-dessus auprès des établissements pour la prochaine campagne. Il y a des établissements qui n'ont pas vu qu'il y avait la distinction adaptée et probabiliste, et donc qui m'ont rempli soit que l'un, soit que l'autre. Donc en fonction, c'est passé. Enfin voilà, il peut y avoir aussi des biais. C'est vrai qu'on est un peu surpris de son positionnement en troisième dans une stratégie adaptée infection urinaire, large spectre, voie parentérale ou souvent sous-cute. Ça questionne. Bah, c'est ça. Moi, j'aimerais bien y aller creuser, voir si on peut avoir plus d'informations pour savoir déjà dans quelle pathologie on les retrouve. Mais ça, voilà, pour l'instant, c'est pas des données qu'on pouvait extraire à partir des résultats qu'on avait. Moi, j'ai rempli la grille, elle était très très bien faite, mais c'est vrai que sur les antibiotiques adaptés, il y avait le souci de passage aux urgences beaucoup, dont on ne savait pas, on n'avait pas le retour, pas ce qui était fait après en fait, de tête, et aussi beaucoup d'infections urinaires qui n'étaient pas la seule cause d'hospice. Il y avait des traitements qui n'étaient pas uniquement pour l'infection urinaire ou dans un cadre où on ne savait pas bien. Enfin, à la relecture en rétrospectif, je pense qu'on pouvait cocher des choses un peu différentes. Alors, j'ai essayé de mettre des commentaires, mais je ne sais pas, à la relecture. Autant la grille était facile à remplir, autant en rétrospectif, à l'analyse de dossier, c'était compliqué. On dirait qu'il manquait une case où il y avait des choses qu'on ne pouvait pas remettre dedans. Je pense sur le retravail de la grille. Ce sera peut-être intéressant. Ça peut être intéressant, oui, comme retour. Ouais. Je note parce que c'est vrai qu'on essaye de faire un outil qui soit le plus fonctionnel possible, mais bon, voilà, quand on met des menus déroulants, ça bloque automatiquement. Donc, oui, on peut avoir pour travailler ça. Oui. Juste pour revenir sur la ceftriaxone, qui certes est en troisième position, mais c'est pas du tout la même échelle en nombre de patients, là, si je comprends bien. À gauche et à droite, donc il reste 100 et quelques patients sous ceftriaxone versus 600, donc c'est pas bien que ça soit en troisième position, mais ça fait quand même beaucoup moins en nombre absolu. Et après, je sais pas, hormis les explications que tu as données aussi pour les indications de 7 jours, si le patient est déjà sous ceftriaxone, peut-être que certains se disent je finis mes 7 jours de ceftriaxone plutôt que de refaire une ligne, de prolonger de 10 jours, etc. Il y a peut-être ça peut être une autre explication supplémentaire. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre. Merci beaucoup Fanny. Merci à tous. Donc, je vais introduire le topo suivant.